Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Bourdelle et Michel Bourguet. Bonjour Michel et Hélène. Vous êtes un couple mixte, catholique et protestant. Vous êtes parents de 5 enfants et habitants de Mulhouse depuis plus de 30 ans. C'est d'ailleurs là, dans votre appartement, qu'on est venu vous interviewer et vous visiter. Vous êtes tous les deux enseignants, mais avez par ailleurs toujours eu un engagement associatif très fort dans de multiples associations, mais notamment le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente. Est-ce qu'en guise d'introduction, vous pourriez peut-être nous raconter un peu votre parcours, non seulement de conversion écologique, mais peut-être aussi en prenant en compte l'évolution de cette thématique de la non-violence dans votre vie. Michel, peut-être est-ce que tu veux commencer ? Alors, pour moi, c'est un peu curieux. La question était conversion, et moi, j'ai l'impression que je suis tombé dans la bassine quand j'étais tout petit. J'ai des souvenirs d'adolescent où j'écoutais les conversations de mes oncles et tantes et mes parents. Il était question de la parution du nouveau pèlerinage de Lanza del Vasto, Vinoba. Il était question du rapport du MIT, Halte à la croissance. Et mes parents et mes oncles et tantes étaient plus marqués par les préoccupations, je dirais, tiers-mondistes. Mais concrètement, marqué aussi par l'idée que c'était impossible que le tiers-monde, l'Afrique où j'ai grandi, où eux aussi travaillaient, impossible que tout ce tiers-monde se mette au niveau de vie et au niveau de consommation de l'Occident des années 70, qui était moins consumériste qu'aujourd'hui. Mais déjà, ça paraissait impossible à faire. Et donc moi, j'ai vécu dans cette évidence et pas forcément dans la possibilité non plus d'agir dessus. Mes parents se sont ensuite remis à une écologie plus concrète plus tardivement. Ça, c'était pour le volet écologique. Pour la non-violence, la première question, ça a été, à l'âge de 20 ans, de se dire que je n'allais pas au service militaire, qu'un chrétien ne devait pas porter les armes, une espèce de pacifisme un peu radical, qui m'a amené à être objecteur de conscience. Et là, ma famille a mal compris. Ils auraient compris que je rechigne à porter les armes, et ils m'imaginaient bien partir faire de la coopération. Le côté plus radical, plus militant de l'objection de conscience les a un peu troublés. Mais bon, finalement, ça s'est fait. Voilà un parcours un peu général. Ensuite, approfondissement avec de multiples rencontres, l'Arche de Lanza del Vasto dans les années 80, et puis une entrée au conseil municipal de Mulhouse en 2001, où là, vraiment, la coalition de centre-gauche de la ville souhaitait avoir des écologistes. Donc c'est vraiment l'écologie qui les intéressait. La non-violence n'était pas dans leurs préoccupations, mais on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Peut-être que Michel, juste pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas Lanza del Vasto, tu pourrais nous faire un petit rappel de qui était cette personne et quelle était sa vie. Alors, Lanza del Vasto est un philosophe français qui va en Inde avant la guerre, en 1936, qui passe du temps avec Gandhi, qui se demande s'il ne va pas rester là-bas, et qui finalement revient en France fonder un ordre qu'il appelle l'ordre des Gandhiens d'Occident. C'est dans le style des mouvements spirituels autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce mouvement a continué, perduré jusqu'à aujourd'hui avec des rebondissements, mais s'articule avec d'un côté des communautés agraires et des communautés d'enseignement autour de la non-violence et un réseau d'amis et de proches. Merci. Hélène, est-ce que tu pourrais nous esquisser aussi un peu ton parcours ? Alors, mon parcours par rapport à l'écologie, moi aussi, il n'y a pas de conversion. C'est plutôt une espèce de glissement progressif, une prise de conscience qui se construit très progressivement. Et au fond, quand j'essaie de jeter un regard dessus, j'ai dès l'adolescence quelque chose qui se tourne vers la non-violence. Parce que ça me semble
être vraiment la seule attitude cohérente pour un chrétien. Comment échapper à la violence? Alors après, il y a des rencontres. Il y a la rencontre de Jean Gosse, qui était un très grand militant non violent. Ça a été une rencontre très brève, mais qui m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment par là qu'il fallait aller. C'est resté une espèce d'aspiration avec un centre d'intérêt. Et le point de bascule, je dirais, c'est la rencontre de la non-violence gandhienne. Alors la non-violence gandhienne avec au fil d'un stage sur la non-violence au quotidien. Parce que le problème de la non-violence, c'est que d'un côté, il y a la militance et la vision de militant non-violent à la limite du martyr. Et puis, de l'autre côté, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est, dans mon travail, comment échapper à la violence. Dans ma famille, j'ai des enfants, je fais quoi? Comment est-ce qu'on fait pour choisir une éducation non violente? La non-violence dans les rapports interpersonnels. Donc, il y a tout ce côté-là. Et puis, il y a la bascule de la non-violence gandhienne, avec la lecture du Pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto, le récit de sa rencontre avec Gandhi, et puis des communautés de l'Arche. Et à ce moment-là, la non-violence gandhienne, c'est ce qui fait le lien entre tout. Il y a la prise de conscience que, simultanément, la démarche spirituelle, la façon de vivre, la lutte non violente, mais la façon aussi de s'habiller, de manger, de travailler, que tout ça, c'est la même chose. Donc l'écologie à ce moment-là devient une évidence. L'écologie et la non-violence sont complètement liées, c'est-à-dire que la façon dont je vais faire mes courses au marché plutôt que dans un supermarché, c'est un acte non-violent, c'est un acte militant. La façon dont je vais tricoter moi-même mes pulls, au lieu d'acheter des pulls qui sont fabriqués en Asie du Sud-Est dans des conditions de surexploitation, mais ils sont beaux. Mais la façon dont moi je vais les faire, eh bien, ça va être un acte non violent. Alors, l'un des problèmes, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est considéré par son entourage comme un martien. Pas de machine, faire les choses soi-même, refuser d'entrer dans une espèce de consumérisme. À certains moments, ça fait carrément rigoler. Il faut assumer. Et là, en fait, c'est tout un cheminement que nous avons fait ensemble. Bon. Dans le même ordre d'idées, depuis toujours, depuis que je suis en 6e, je vais au travail en vélo. Et je me souviens d'un établissement un peu loin de la maison, donc il y avait quand même 40 minutes de vélo pour aller travailler matin et soir. Et mes collègues m'accueillaient avec un sourire narquois. Et 15 ans plus tard, je suis élu conseiller d'agglomération. Et un de mes anciens collègues, qui se moquait de moi et qui était prof de sport pourtant, est président du conseil d'agglomération. Il préside une séance où il présente le plan climat de l'agglomération, qui est un projet pilote. Et ensuite, pendant le pot, il vient s'excuser auprès de moi en me disant « Michel, tu dois être en colère contre nous. On se rend compte maintenant à quel point on a eu tort de ne pas te prendre au sérieux. » En fait, de ne pas prendre au sérieux le fait que j'allais en vélo au lycée tous les matins. Et ça, c'était quand même étonnant comme signe d'une espèce de conversion collective. Parce que non, autant sur le sujet de l'écologie, mais aussi sur celui de la non-violence, vous étiez un peu précurseur dans une société, une église, qui s'en occupait pas tellement encore à l'époque. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu le lien que vous faites justement entre cette thématique de l'écologie et celle de la non-violence ? Cette question est une question absolument fondamentale. On a, il y a une dizaine d'années, avec un autre couple du Mouvement pour une alternative non violente, eux, pas du tout chrétiens et même plutôt ce qu'on appelle bouffe-curé, on s'est quand même retrouvés autour de cette table. Et nous avons, à quatre mains, creusé un peu, à partir de réflexions qui avaient eu lieu sur un forum de l'association, nous avons creusé cette question et ça a produit la petite plaquette que nous avons ici, qui s'appelle « Écologie non-violence » et qui a essayé de creuser le rapport. La pensée est simple, la crise écologique, on est dedans.
elle a un impact beaucoup plus terrible, pour le dire vite, sur les populations fragiles. Que ce soit des populations du tiers-monde, que ce soit chez nous des populations qui sont quelque part dans le bas de l'échelle sociale. L'impact est terrible, le sera de plus en plus. Et au bout du compte, c'est ça qui génère de la violence. Il y a violence parce que des gens subissent un certain nombre de privations, parce qu'il n'y a plus assez de tout pour tout le monde, parce qu'il n'y aura plus assez d'eau. Là, on hurle sur la sécheresse, mais en France, mais toute l'Europe est impactée, et ça fait quand même un certain temps que ça dure. Alors maintenant, on s'en rend compte, tant mieux. Mais le résultat, au bout du compte, ça veut dire des transferts de population, ça veut dire des épidémies, parce que il y a des famines, parce qu'il y a des réfugiés, parce que ça va provoquer, et ça provoque, des conflits armés, des guerres. Donc on est en plein dans le cœur. Et travailler sur la question écologique, c'est travailler sur la question de la violence. Donc une démarche non violente doit passer par une démarche écologique. Et la non-violence gandhienne nous a bien souligné que cette démarche-là, cette démarche d'interrogation finalement de nos moindres gestes, elle est liée à une démarche spirituelle. Et que tout ça, ça fonctionne ensemble. Ce qui veut dire que quand je fais la cuisine, eh bien, je peux avoir une action écologique, j'ai une action non violente et j'ai une action spirituelle. C'est un geste spirituel. Donc, si je comprends bien, non seulement l'écologie produit de la violence, c'est peut-être ce qui peut nous paraître le plus évident, mais aussi les outils développés par la non-violence sont écologiques et peuvent être des outils dans le cadre d'une crise écologique. Oui, tout à fait. C'est dans les deux sens. Avec, pour le dire un peu autrement, parce que ça a été après un des phares de mon engagement politique, recentrer la réflexion sur les victimes. Tiens, qui est victime ? Dans Lanza del Vasto, il y a un certain nombre de préceptes, de préconisations, et il y a avoir le souci de ne peser sur personne. C'est très compliqué. C'est très compliqué, en fait. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on vit en collectivité, donc on s'appuie toujours sur les uns sur les autres. La différence entre s'appuyer sur quelqu'un et peser sur quelqu'un n'est pas forcément très simple à faire. Et en même temps, elle est essentielle. Et donc, voilà, quand je fais la cuisine, avec quoi je le fais, quand j'appuie sur un bouton pour qu'il y ait de l'eau qui coule, pour qu'il y ait un moteur qui tourne tout seul, qui fait le job derrière ? Il faut être clair, si je mets un moteur électrique et que je branche et que j'appuie sur le bouton, moi je me repose, et il y en a un autre qui bosse pour qu'il y ait de l'électricité. C'est idiot, mais on oublie de le dire. Et si on remet ça au cœur de ces préoccupations, sur qui je pèse, quand je jette quelque chose, sur la tête de qui est-ce que ça retombe, au sens le plus concret du terme. Et là, la notion de victime, qui va encaisser quelque chose, endurer quelque chose à cause de ce que je fais, va être un guide spirituel et politique, à la fois pour l'action collective et pour les choix de vie individuels. Et alors, cette question, en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous faisons partie de la population la plus favorisée de la planète. Donc, automatiquement, nous pesons sur plein de gens qui sont loin, d'autres qui sont près d'ailleurs, et nous ne pouvons pas y échapper. Si, on pourrait tout abandonner et les rejoindre, et nous n'en sommes pas capables, et c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs. Cette prise de conscience de cette responsabilité, ça peut être absolument terrifiant, ça peut être moteur de désespoir, et ça peut être quelque chose d'écrasant. On peut être écrasé par la culpabilité. Mais dans une perspective où tout se répond, la démarche spirituelle, la recherche de non-violence, la recherche des gestes individuels et collectifs qui vont agir dans une perspective écologique,
tout ce mouvement-là, c'est quelque chose qui est totalement libérateur. Parce que la culpabilité se transforme en responsabilité. Oui, faire tel ou tel choix de vie, comme disait Michel, prendre son vélo au lieu de prendre une voiture, c'est un geste responsable, c'est un geste qui va assumer quelque chose, c'est ma façon à moi d'avoir... Alors évidemment, c'est Colibri, c'est la petite goutte qui éteint le grand incendie et qui a l'air absolument dérisoire, mais à ce moment-là, j'échappe au remords, j'échappe à la culpabilité, j'entre dans une dynamique qui est une dynamique constructive, j'essaie d'assumer ma responsabilité là où je suis, ici où je suis. Et à ce moment-là, faire la cuisine, c'est une prière, ou tricoter mon pull, ou prendre mon vélo. Tu nous parlais tout à l'heure de la manière dont nos vies sont imbriquées dans des sociétés qui génèrent de la violence, dans des systèmes, dans des structures. Est-ce que votre engagement au mouvement pour une alternative non violente, c'était une manière de vouloir transformer justement ces systèmes, les améliorer ? Oui, le MAN n'est pas une grande force politique nationale, c'est un réseau d'inspiration, donc ensuite c'est à chaque militant d'approfondir sa réflexion dans le mouvement, éventuellement d'entrer dans quelques actions symboliques avec un groupe local, mais surtout de le mettre en œuvre partout où il est, donc dans son milieu professionnel ou dans le milieu politique. Un de nos amis, membre éminent du MAN, s'est retrouvé par un hasard de circonstances sénateur pendant 3 ans. Il était suppléant d'un sénateur qui était au gouvernement pendant 3 ans. Donc il a siégé 3 ans au Sénat. Il a fait passer, ça c'était son boulot, la loi qui a interdit la publicité télévisée au moment des émissions pour enfants, en disant il faut protéger les enfants de la publicité. Voilà, c'est extrêmement modeste. Mais c'est aussi... En attendant, il l'a fait. Et puis il a fait plein d'autres choses. Je veux dire, pendant 3 ans, il a bossé comme sénateur. Et, il a fait avancer le système législatif. On ne change pas un pays du jour au lendemain. Et on ne dit pas « il y a qu'à ». C'est fini, ça. Oui, c'est peut-être une action modeste. En même temps, en termes d'envergure, on est aussi loin de ce qu'on peut parvenir à faire seulement par une action individuelle. C'est pas une question d'envergure, parce que l'acte individuel, il a une valeur pour soi au moment où on le fait, parce que au moins on fait quelque chose. Mais il a une valeur quand il rejoint l'acte des autres. Quand on voit la pression que les consommateurs sont en train de mettre sur le modèle agricole, par exemple, c'est pas rien. Mais ça veut dire que c'est plein de gens qui font ça tout seuls dans leur coin, mais pas tout à fait tout seuls. On se met en lien les uns avec les autres. Et cette question du lien avec les autres, c'est une question fondamentale. Je travaille avec toi, avec d'autres, et je cherche toujours d'autres pour travailler avec nous. On cuisine bio, mais ça veut dire aussi qu'on va au marché et qu'on rencontre directement des paysans et qu'on leur achète directement des légumes. Et que concrètement, si on est quelques dizaines à faire ça, ça veut dire qu'il y a un maraîcher qui, lui, est conforté dans son cadre professionnel. Et s'il y a un maraîcher qui tourne, au lieu de mettre du soja pour engraisser des bêtes en batterie, c'est une exploitation agricole qui est maintenue. Et il ne faut pas négliger cette juxtaposition de petits gestes, parce que derrière chaque petit geste, il y a une autre personne avec qui on est en lien qui va se sentir confortée, renforcée dans sa position. Et c'est vrai qu'en étant dans une ville moyenne depuis 30 ans, on a un réseau et donc on commence à percevoir comment notre action, nos choix de vie individuels, ceux qu'on a essayé d'impulser chez des copains en disant « mais va donc chez machin, tu verras, c'est mieux », comment ça pèse doucement sur conforter tel ou tel, par exemple, modèle de production agricole. On pourrait dire la même chose sur un certain nombre de commerces. On a à un moment réorienté notre consommation sur une coopérative de produits lainiers
qui remontait une filière textile en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'au début des années 2000, il y a eu un énorme travail sur les perspectives d'évolution environnementale du pays. J'ai siégé dans des commissions de travail où le mot textile, en termes de production, n'apparaissait même pas. C'est-à-dire qu'on avait oublié qu'on pouvait avoir de la laine de nos moutons. Voilà, il faut poser les questions à tous les niveaux. Il faut soutenir les actions qui existent. Les derniers producteurs de ceci, de cela, ils ont besoin de notre aide. Les derniers artisans qui savent faire telle ou telle chose, ils ont besoin d'avoir des clients. Et là, un client, 10 clients de plus ou de moins, ça fait la différence entre on garde la tête hors de l'eau ou on plonge. Et puis, le dire, le faire savoir, profiter de tous les micros qui se tendent. Merci de nous tendre votre micro aujourd'hui. Et c'est probablement pas le premier micro que tu rencontres, Michel, puisque tu as eu une longue carrière dans la politique locale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir conseiller municipal pour la ville de Mulhouse ? Alors, d'abord, qu'est-ce qui m'a donné envie ? On est venu me chercher. Moi, j'avais le goût du débat public. Donc, je suis allé au débat, aux rencontres citoyennes. Des gens vont faire des conférences sur l'avenir du pays. Et il y a des questions du public. Les meetings politiques. À un moment, quelqu'un m'a dit, de toute façon, maintenant, un meeting politique à Mulhouse, sans une question de Michel, c'est un meeting raté. Et au bout de quelques années, à poser des questions, l'équipe du maire m'approche en disant on a besoin d'écologistes, tu poses des bonnes questions, il serait temps que tu te mettes à fabriquer des solutions. Et c'était quand même un défi parce que j'étais habitué justement à poser des questions qui emmerdent et pas forcément à négocier les réponses. Ensuite, il voulait un écologiste, ça me convenait tout à fait. Ils n'étaient pas spécialement branchés sur la non-violence, mais en même temps, le maire m'a donné comme première responsabilité la sécurité routière. On n'est plus dans l'écologie, mais pour moi, ça a toujours le même sens. Où sont les victimes ? Qui est victime de quoi ? Et ça m'a obligé à travailler en comité départemental de sécurité routière, c'est-à-dire à discuter avec des gens que j'aurais eu spontanément tendance à éviter. Le commandant de la gendarmerie, le directeur départemental de la police nationale, des gens avec des uniformes, avec plein de galons partout, c'était pas mes interlocuteurs spontanés. Vous avez d'ailleurs évité... L'objecteur de conscience. Et voilà. Ensuite, être élu local, c'est pas mettre son nom sur une plaque, c'est pas prendre une décision. On est dans un collectif. Ça suppose des négociations, ça suppose des compromis. Gandhi parle de la beauté du compromis. J'étais militant écologiste. Il fallait gérer l'eau. Il y a 15 ans, 20 ans, j'étais en comité sécheresse. Il fallait déjà prendre des arbitrages. Je n'allais pas dire du jour au lendemain, on arrête d'irriguer et on laisse crever des champs entiers de céréales et on laisse les troupeaux crever de faim et de soif. Donc j'étais bien obligé de négocier avec les représentants des grands syndicats agricoles de céréaliers qui n'étaient pas non plus mes copains, je veux dire pas plus que les capitaines de gendarmerie. Les céréaliers qui nous couvrent de maïs, non. Et là aussi... heureusement que j'avais une formation en écologie théorique, parce que l'écologie, c'est pas seulement un mouvement d'idées, c'est aussi une science, et une science dure qui nécessite de gros approfondissements. Heureusement que cette connaissance théorique de l'écologie fondamentale me permettait de faire le lien entre des décisions techniques, on pourrait dire technocratiques, et des impacts sur la vie quotidienne de milliers ou de centaines de milliers de gens. Enfin, je veux dire, l'enjeu, c'était quand même d'avoir ou pas de l'eau potable ou pas pour 250 000 personnes. C'est la taille de l'agglomération. C'est le réseau qui est desservi. Voilà un petit peu un parcours politique. En t'écoutant, Michel, je me demande si
l'engagement dans la politique locale a la même vertu libératrice que vous décriviez pour l'action individuelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter ? Oh oui Ça, je témoigne. Je témoigne que je suis passée de l'inquiétude. Ouh, aïe, aïe, il s'engage dans un truc qui va lui bouffer tout son temps et est-ce qu'il va s'occuper encore de sa famille ? Je suis passée en l'espace d'1 an à mais quel bonheur de voir un homme heureux parce qu'il a fait un petit peu avancer les choses. Oui, et puis il y a toujours ce travail de souci des victimes, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas, sur qui ça pèse. Et quand on voit ça, quand on pilote un comité de sécurité routière, désolé, j'y reviens, mais j'y ai passé 20 ans, et qu'on a en face de soi le délégué départemental de l'Association des paralysés de France, qui est sur un fauteuil roulant pour toute sa vie, parce qu'un connard lui est rentré dedans. Et bien voilà, là, on a en face de soi une victime. Et on fait en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Et quand, au bout de dizaines de réunions, un préfet nous dit « La sécurité routière, ça marche trop bien. On n'a plus assez d'organes pour les transplantations, parce qu'il n'y a plus assez de morts sur les routes. » Alors là, on se dit, on a fait tourner quelque chose. Dans les années 70, il y avait 15 000 morts sur les routes. Maintenant, il y en a 3 000. On a sauvé des milliers de vies. On a fait baisser la pollution sur un certain nombre de choses. On a permis à des agriculteurs qui voulaient sortir du modèle productiviste de continuer à travailler. On a permis à des petits éleveurs en montagne de ne pas mettre la clé sous la porte. Voilà, on a aidé des gens à mieux vivre. C'est quand même très réjouissant. Je me demande, quand on est aussi engagé en cité, dans le monde associatif, dans son métier, dans ses choix individuels de consommation, de mode de vie, d'où est-ce que vous tiriez toute cette énergie ? On a parlé de la vertu libératrice de l'action individuelle, de l'action politique, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait des choses qui constituaient comme une colonne vertébrale pour vous permettre de tenir bon quand vous étiez aussi parfois à contre-courant ? Je dirais, il y a la certitude que c'est quand même globalement quelque chose qu'on partage. On n'est pas tous seuls, nous deux, parce que chacun est avec l'autre, et on n'est pas tous seuls parce qu'il y a toujours le troisième avec nous. Alors pratique, oui, enfin, on revient au Notre Père et au psaume. Et puis reprendre l'Évangile. Michel. Le verset qui est très éclairant, mais qui m'est revenu en séance de conseil municipal, où j'entendais des choses insupportables, c'est la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Il y a beaucoup d'émotions. Je leur dis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai vécu face à des gens qui m'ont insulté publiquement de façon grossière. Et c'est ça aussi qui m'a permis de passer dessus. Dans le travail avec l'Arche de Lanza del Vasto, il y avait une espèce de pluralisme spirituel. Moi, ça ne m'a pas amené à changer par rapport à mon ancrage chrétien, mais un certain nombre de penseurs bouddhistes disent, et je pense qu'il y a quelque chose de très profond chez eux, que quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un fait le mal, c'est l'écho des souffrances qu'il a endurées. Et à ce moment-là, curieusement, quand on est face à quelqu'un qui est vraiment méchant, parce que je peux vous dire que dans le milieu politique, j'en ai quand même rencontré quelques-uns, essayez de penser aux souffrances qu'a pu vivre cette personne. Ça change le regard. Ça n'enlève rien au fait que il fait un truc que j'estime inacceptable et que je vais donc le combattre. Mais le fait de penser à la souffrance qu'il y a en lui, ça modifie, je pense, mon rapport personnel dans le combat. Merci pour le partage de cet outil, de cette question qui fait avancer. Tout comme la question d'ailleurs de qui sont les victimes et où sont les victimes que vous nous avez partagées. On est convaincu qu'on avance avec les questions des autres et c'est pour ça qu'on aime bien poser
cette question des questions, justement, est-ce qu'il y en a une qui vous taraude en ce moment plus particulièrement ? Une préoccupation peut-être plus récente, c'est la préoccupation de l'esthétique. Rendre le monde plus beau. Souvent, quand on parle d'action politique ou de combat sur la non-violence ou sur l'écologie, on est sur des notions de justice, que je ne désavoue évidemment pas. Mais la question de la beauté du monde est une question qui est souvent gommée, qui est renvoyée à une espèce de vision romantique. Beau, pas beau, c'est du romantisme individuel. Or, il y a une composante fondamentalement politique de la beauté du monde. Accessoirement, faire des jupes absolument ignobles, c'est générateur de violence. Et c'est générateur de gaspillage. Enfin, je veux dire, plus les gens vivent dans un cadre moche, plus ils se comportent comme des cochons. Et vous ne pouvez pas leur demander de faire autrement. Et chaque fois qu'on gagne sur la beauté du monde, on gagne à la fois sur le respect de la création, qui va être un pilier de l'écologie. Et bon, puisqu'on est sur une émission chrétienne, à ce moment-là, il faut bien parler de respect de la création au sens où la création est une création de Dieu. Et en tant que création de Dieu, elle a droit à notre respect. Là, on va faire quand même la minute de théologie de la matinée. Et cette qualité esthétique qu'on va gagner, va faire baisser la violence et va préserver la création. Ça, c'est une chose que je n'ai perçue que assez récemment, finalement. Et en même temps, cette préoccupation n'est pas complètement surprenante, puisque vous avez tous les deux un peu des cœurs d'artistes, avec Michel qui est flûtiste et Hélène chanteuse. Cette semaine, pendant la retraite de Carême Terre Promise, on médite l'évangile des rameaux. Est-ce que c'est un évangile qui vous parle et est-ce que vous nous en diriez un mot ? Bon. Au palais d'Hérode, il y a des tas de gens très importants qui discutent d'alliances très compliquées. Il y a des choses très sérieuses qui se passent. Il y a des choses très glorieuses. On a là les zones du pouvoir. Et c'est dans ces zones du pouvoir, à la marge, tout petit, oublié, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer et qui est en train de tout retourner. Il y a un homme qui entre à Jérusalem, monté sur un âne, comme n'importe quel potier qui va au marché apporter le fruit de son travail, comme n'importe quelle femme qui apporte au marché la menthe et le cumin qu'elle a cueilli dans son jardin. C'est quelque chose qui est de l'ordre du quotidien, de l'ordre de l'ordinaire. Et soudain, ça change tout. L'important, c'est pour moi de croire que là, il y a quelqu'un à suivre. C'est cet homme qui est juste entouré de ses amis et qui entre de la façon la plus simple et la plus ordinaire. Et là, il y a quelque chose qui change. Et c'est le destin de l'humanité qui change. J'ai envie de dire, suivons-le maintenant. C'est lui qu'il faut suivre. Je pense que Michel dira tout à fait autre chose. Oui. Au rameau, tout le monde est pour, quoi. C'est comme quand tu as une marche pour le climat. Voilà, au rameau, tout le monde est derrière Jésus. Une semaine après, tout le monde le renie. On est toujours coincé entre les deux. On n'a pas la solution. On est à la fois complètement pécheur et complètement pardonné. C'est quand même aussi la force du message chrétien. Mais ce complètement pécheur et complètement pardonné, il n'est pas forcément toujours simple à vivre. Voilà. Et il faut avancer, essayer de faire avancer collectivement, avancer peut-être être un peu en avant des autres pour pouvoir les entraîner. Le monde a besoin de prophètes. Pour qu'un prophète soit entendu, il ne faut pas qu'il soit trop loin devant, parce que s'il est trop loin, plus personne l'entend, parce que, voilà...
Donc on est toujours partagé sur ce genre de choses. Les rameaux, oui, il y a de l'enthousiasme, ils retombent vite, après il faut le relancer. Tu disais tout à l'heure qu'on était précurseur. Non, on n'est pas précurseur, on est dans une longue lignée. Le souci de la création, il est dans les écrits bibliques, il est dans les pères de l'Église, il est dans les théologiens, il est dans des mouvements partout qui sont minoritaires, voilà, qui assument d'être minoritaires. Je veux dire, il fallait être un peu cinglé au XVIIIe siècle pour être Quaker en Amérique et refuser d'avoir des esclaves. C'est eux qui avaient raison quand même. À un moment, il fallait arrêter d'avoir des esclaves. Mais voilà, on est de loin pas des précurseurs, on est dans une longue dynastie. Le souci de dire que la violence, c'est pas la bonne solution, puisqu'on parlait du mouvement pour une alternative aux ordres, on n'est pas les premiers à le dire, et je pense que dans une émission chrétienne, on peut dire qu'on a quand même un sacré précurseur. Le souci de la création, croissez et multipliez. C'est une injonction qui est donnée à plusieurs reprises dans la Genèse. Et pas seulement à l'homme, mais à l'ensemble des espèces vivantes. Donc si l'homme croît et se multiplie au détriment de toutes les autres espèces, alors il est contre l'injonction biblique, croissez et multipliez. Si on la comprend comme ça, on se rend compte qu'on est loin d'être des précurseurs. Les précurseurs, ils sont déjà loin derrière nous. On repart de cet entretien avec énormément de choses à méditer, à ruminer. Mais on voulait quand même vous demander si vous aviez un verset biblique ou un passage d'évangile à nous partager qui vous nourrit particulièrement et qui vous parle. Moi, j'ai beaucoup de mal à sélectionner un verset, un passage. Je me retrouve... D'une certaine façon, je me retrouve dans ce texte d'évangile que j'appelle le petit déjeuner sur la plage. Ce moment où Jésus ressuscité est sur la plage et appelle et il leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et quand ils arrivent, il y a du poisson qui est en train de griller. C'est une scène extraordinairement humaine et qui en même temps renvoie à cette solution. Il y a quelqu'un qui vous appelle, il y a quelqu'un qui appelle et il y a un du groupe qui dit à l'autre « C'est le Seigneur ». C'est lui. Qui me dit c'est le Seigneur ? Et on revient toujours à cette question de la communauté. Bon, j'aime bien ce texte avec cette espèce d'inattendu débordant. Oui. On tend les mains et à un moment, il y aura une mesure tassée, secouée, débordante. Je le crois, même si pour l'instant mes mains sont quand même assez vides. Quelle phrase ou quel mot est-ce que je retiens de ce témoignage ? Comment ce témoignage m'a-t-il rejoint ? Quelles émotions ? Quels désirs ? Ou quelle peur cela vient-il réveiller en moi ? À quel geste, action ou rencontre est-ce que je me sens invitée pour cette semaine après cette écoute ?